À 63 ans, j'ai appris à entendre le tic-tac des horloges mécaniques. Pas seulement le tic-tac, elles parlent. Avec les années, on commence à distinguer les voix de ces petits mécanismes vivants. La montre à gousset d'Édouard avait un son particulier. Il y avait une chaleur singulière dans son tic-tac. Peut-être parce qu'il l'avait porté dans sa poche de poitrine pendant 25 ans. Ou peut-être à cause du boîtier en laiton qui s'était réchauffé au contact de son corps. Ou peut-être, tout simplement, parce que c'était sa montre. Je rapprochai la loupe du mécanisme et tournai délicatement le fin tournevis. Il faisait froid dans le garage. La mi-octobre à Lille n'est jamais douce. Mes doigts tremblaient légèrement, et je pris une profonde inspiration. On ne peut pas se précipiter avec ce genre de travail. La rouille avait presque atteint le balancier, mais si je la grattais avec soin. Mon portable vibra sur l'établi, brisant le silence. Le numéro de ma fille, bien sûr. Qui d'autre appellerait à 14 heures un mercredi? Oui, ma chérie. Je soupirai en posant mes outils. Maman, où es-tu? Je t'ai appelé 3 fois. La voix de ma fille, Claire, était agacée. Je suis à la maison, je travaille. Il y a un problème? Tu avais promis de m'aider à préparer l'anniversaire de Léo. Tu as oublié? Je n'avais rien promis de tel, mais ça ne servait à rien de discuter. Claire exigeait que je vienne immédiatement. Je plaçai soigneusement les pièces de la montre dans un plateau spécial et couvris l'établi d'un chiffon propre. Je jetai un coup d'œil au mur du garage où mes outils étaient suspendus, chacun à sa place, étiquetés et nettoyés. Un petit royaume d'ordre, de précision, de cohérence, d'attention aux détails. J'avais appris tout ça chez Renault. Pendant 25 ans, j'ai travaillé dans l'automatisation industrielle, à configurer des systèmes robotiques sur les chaînes de montage. Nous travaillions avec des tolérances au millième de millimètre. La fiabilité de chaque voiture dépendait de la précision de nos réglages. Maintenant, j'appliquais ces compétences à de vieilles horloges, des montres de poche aux horloges comptoises. Les minuscules mécanismes exigeaient le même soin et la même compréhension que les robots industriels, mais en miniature. Le garage était vide depuis longtemps. La vieille Peugeot d'Édouard était garée là, mais je l'ai vendue il y a 8 ans, après sa mort. Depuis, le garage est mon atelier. C'était le seul endroit où je pouvais être moi-même. Judith Arlot, ancienne spécialiste en automatisation industrielle, pas seulement la mère de Claire ou la grand-mère de Léo. Enfilant une veste usée, je fermai le garage à clé et me dirigeai vers l'arrêt de bus. Dommage que ma vieille Renault soit tombée en panne il y a 2 semaines, et je n'avais pas assez d'argent pour la réparer. J'aurais dû demander à ma fille, et cela aurait signifié une autre série de soupirs sur mon insolvabilité financière. La maison de Claire et Guillaume était à Bondu, un quartier où les gens étaient d'un tout autre calibre que moi. C'était à plus d'1 heure de transport en commun. Du temps qui aurait pu être consacré à la montre d'Édouard. Dans le bus, je sortis de mon sac un petit carnet avec mes calculs. Depuis 3 mois, j'économisais pour de nouveaux outils. Si je n'achetais pas de nouveaux manteaux cet hiver, je pourrais m'offrir un jeu de tournevis de précision. La maison de ma fille apparut au bout de la rue. Une maison à 2 étages avec une pelouse bien entretenue et des buissons décoratifs. Si différente de ma petite maison délabrée dans le vieux quartier. Quand je montai sur le porche, la porte s'ouvrit brusquement. Enfin! Claire était impeccable, même en tenue d'intérieur. Les clés de la maison sont sur la table dans l'entrée. Les déménageurs seront là dans une demi-heure. Assure-toi qu'ils n'auraient pas le parquet dans le salon. Elle me jeta un regard critique et ajouta que je devrais me changer. Elle avait laissé une robe appropriée sur le lit de la chambre d'amis. Je ne dis rien. Le silence était devenu ma stratégie de survie dans cette famille. Quand Claire partit, je traversai la maison vide. Parfois, cela m'étonnait de voir combien d'objets pouvaient tenir dans une maison avec si peu de vie. Des meubles parfaitement agencés, des objets de décoration que personne ne touchait jamais, des magazines que personne ne lisait. Je montai à l'étage et regardai dans la chambre de mon petit-fils. Léo allait avoir 13 ans. C'était un adolescent intelligent, observateur, avec une voix douce et des yeux curieux, qui me rappelait tellement Édouard. La chambre était immaculée, trop immaculée pour un garçon de 13 ans. Du papier peint de créateur avec une carte du monde, un lit fait au carré, des étagères avec des livres que, j'en suis sûre, on avait choisis non pas pour les intérêts de l'enfant, mais pour créer la bonne image. Je m'assis sur le bord du lit, me souvenant comment j'avais récemment aidé Léo avec ses devoirs de maths. Il apprenait vite,
mais il n'était pas tant intéressé par la résolution de problèmes abstraits que par leur application pratique. « Mamie, comment on peut utiliser ça pour les mécanismes ?» demandait-il, et ses yeux s'illuminaient de la même étincelle que j'avais vue autrefois dans le miroir. En regardant autour de moi, je remarquai qu'un des tiroirs du bureau était légèrement entrouvert. La curiosité l'emporta, et je le tirai complètement. Rien de spécial, des cahiers, des crayons de couleur, mais quelque chose me dit de regarder plus loin. M'accroupissant, je regardai sous le lit. Rien. Je passai ma main le long de la bibliothèque et sentis quelque chose de dur. Une petite boîte à biscuits en métal. À l'intérieur se trouvaient des outils et des pièces soigneusement organisées. Un fer à souder miniature à pile, un jeu de tournevis fin, un multimètre, des pinces, des bobines de fil de différentes couleurs et plusieurs circuits imprimés. En dessous, des schémas et des dessins soigneusement tracés. Je sortis délicatement l'un des schémas finis. C'était un réveil électronique assemblé sur une platine d'expérimentation avec un petit écran et la possibilité de régler différentes mélodies. À côté, un autre projet. Un simple robot sur roue avec un bras mécanique capable de soulever des objets légers. Léo l'avait équipé de plusieurs capteurs pour que le robot puisse éviter les obstacles. Tout était assemblé proprement, avec une compréhension des principes de base de l'électronique. Je souris involontairement. Le garçon avait définitivement hérité de mon amour de la technologie. Il ne se contentait pas de copier des schémas sur Internet, mais essayait de les modifier, en apportant ses propres petites améliorations. Peut-être que les soirées où je lui parlais de mon travail avec les robots industriels et de la façon dont je mettais en place des systèmes automatisés avaient eu un impact. La sonnette interrompit mes pensées. Je remis rapidement la boîte à sa place et descendis. Les déménageurs apportaient les tables et les chaises pour la fête. Les 2 heures suivantes se passèrent dans un tourbillon d'activités. Je dirigeais l'agencement des meubles et le déballage de la vaisselle et des décorations. La décoratrice professionnelle engagée par Claire me regardait de haut, mais je n'y prêtais pas attention. Ce n'était pas la première fois. Vers 17 heures, Claire revint avec un énorme gâteau en forme de voiture de course. Guillaume la suivait, un homme grand et en forme, avec des cheveux prématurément grisonnants et des yeux froids. Mon gendre m'avait toujours traité poliment mais avec distance, comme si je n'étais pas la mère de sa femme, mais une sorte de relique qu'il devait supporter. Je montai dans la chambre d'amis. Sur le lit se trouvait une robe bleu foncé, stricte, chère et pas du tout mon style. À côté, une paire de chaussures à petits talons à ma taille. Claire choisissait toujours mes vêtements comme si j'étais un mannequin qu'il fallait habiller convenablement pour une exposition. Après m'être changé, je descendis. Léo était déjà rentré et était assis dans la cuisine, regardant silencieusement sa mère disposer les amuse-gueules. « Bonjour, mamie » sourit-il. Je remarquai que le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, mon trésor. » Je le serrai dans mes bras. « Prêt pour demain ?»« Pas vraiment. » Il haussa les épaules. « Maman a invité trop de monde. Je ne connais même pas la plupart d'entre eux. » Quand il partit se changer, je commençai à aider à mettre la table. Remarquant que Claire était à proximité, je décidai d'aborder le sujet de Léo. « Claire, j'ai remarqué que Léo s'intéresse à l'électronique. Peut-être qu'on devrait encourager ce hobby. » Ma fille se figea. « De quoi tu parles ?» Sa voix était tendue. « Je pense juste qu'il a un talent pour la technologie, comme toi. » « Maman, ne commence pas, » l'interrompit Claire. Léo doit se concentrer sur ses études et le sport. C'est important pour son avenir. Comprendre la technologie peut aussi être important pour l'avenir. Les Dubois ont des traditions différentes, lâcha-t-elle. Guillaume veut que son fils aille dans une bonne école, puis dans une grande école comme son père et son grand-père. Je ne dis rien à nouveau. Quand ma fille était-elle devenue comme ça ? Quand était-elle passée de la petite fille curieuse qui assemblait des postes de radio avec son père à cette femme froide qui valorisait le statut plus que le bonheur de son propre enfant ? La sonnette retentit. Les premiers invités arrivaient pour le dîner familial d'avant-fête. Claire se transforma instantanément en une hôtesse accueillante, me laissant dans la cuisine pour finir les amuse-gueules. Une demi-heure plus tard, la maison était remplie de monde. Les parents de Guillaume, sa sœur et son mari, le frère de Claire et sa famille. J'essayais d'être utile, servant des boissons, débarrassant les plats usagés, m'assurant que tout le monde était à l'aise. Comme d'habitude, personne ne me remarquait vraiment. J'étais un meuble, fonctionnel mais sans intérêt. Lorraine sera là à 19 heures, entendis-je Guillaume dire à sa femme dans le couloir.
Je me figeai. Lorraine. La mère de Guillaume. Une femme que je n'avais pas vue depuis des années, mais dont le nom me faisait encore trembler intérieurement. Je reculai dans la cuisine, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Lorraine Dubois. Il y a 20 ans, elle était la directrice des ressources humaines à l'usine Renault où je travaillais. C'est elle qui a signé ma lettre de licenciement lors d'une restructuration, même si elle savait que mon mari était malade et que ma fille était à l'université. C'est elle qui m'a regardé dans les yeux et a parlé de compressions inévitables pendant que d'autres cadres recevaient des primes pour une restructuration réussie. Et maintenant, elle est la grand-mère de mon petit-fils. Le destin joue parfois de ces tours qu'on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Je me rendis dans le coin le plus éloigné de la cuisine, prétendant être occupée à faire du café. Après un moment, j'entendis une voix de femme grave, légèrement rauque. Lorraine proposa à Claire de discuter de quelque chose d'important, et elles allèrent dans le bureau de Guillaume. J'expirai. Pas aujourd'hui. S'il te plaît, pas aujourd'hui. Je n'étais pas prête à affronter Lorraine. En attrapant les tasses dans le placard du haut, j'en fis tomber une accidentellement. Le bruit de la porcelaine brisée fut étonnamment fort. Je commençai rapidement à ramasser les morceaux, espérant que personne ne remarquerait. « Mamie, tu t'es coupée. » La voix douce de Léo me fit lever les yeux. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, me regardant avec des yeux sérieux. Remarquant la coupure sur mon doigt, il sortit un mouchoir propre de sa poche. « Ce n'est rien, mon chéri. » Je regardai mon doigt où une goutte de sang était en effet apparue. « C'est juste une petite égratignure. » Léo s'approcha, tendant le mouchoir. « Tenez, c'est propre. » Je souris, acceptant son aide. « Merci. Comment vas-tu? Tu profites des préparatifs pour ton anniversaire? » Il haussa les épaules. « Ça va. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est leur anniversaire. » Il fit un signe de tête vers le salon. « Tu auras 13 ans demain, Léo. C'est un jour important. » Ouais. Il soupira avec une lassitude peu enfantine. « Mamie, tu as trouvé ma boîte, n'est-ce pas? » Je ne niai pas. « Oui, je l'ai trouvée. Tu es doué. Le robot est un design intéressant. Où as-tu appris à souder? » Sur des vidéos sur Internet. Il jeta un coup d'œil à la porte. « Ne le dis pas à maman. D'accord? Elle pense que c'est une perte de temps. » Je ne le dirai pas. Je lui tapotai l'épaule. « Mais ce n'est pas une perte de temps, Léo. C'est une compétence importante. » Vraiment? Ses yeux s'illuminèrent. « Tu travaillais avec des trucs comme ça, non? Papa a dit que tu étais ingénieur. » J'étais spécialiste en automatisation industrielle. Je hochai la tête. Je mettais en place des systèmes robotiques dans une usine. Les principes sont les mêmes que dans tes projets. Précision, cohérence, attention aux détails. Cool, s'exclama-t-il sincèrement. Tu pourras me montrer un jour comment rendre le bras d'un robot plus précis? En ce moment, il rate souvent quand il essaie de ramasser quelque chose. Bien sûr, mon trésor, si tes parents sont d'accord. Quand Léo partit, je finis de ramasser les éclats et m'appuyai contre la table de la cuisine. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il y avait encore une étincelle chez mon petit-fils que Claire essayait si diligemment d'éteindre. Des voix étouffées provenaient du bureau de Guillaume. Je n'allais pas écouter aux portes, mais je ne pus m'empêcher de m'arrêter en passant. « La maison est sur un beau terrain, » disait Lorraine. « Le promoteur offre un excellent prix. C'est l'emplacement parfait pour de nouvelles maisons de ville. Mais c'est la maison de maman. » La voix de Claire semblait incertaine. « Je ne peux pas simplement la vendre. » « Ma chérie, la maison est techniquement à toi. Édouard te l'a laissée. Et qu'est-ce que ta mère fait là-bas? Elle vit seule, dépense de l'argent pour réparer des vieilleries. À son âge, il est temps de penser à quelque chose de plus sensé, comme une maison de retraite avec de bons soins. Maman n'acceptera jamais. Qui a dit qu'il fallait lui demander? La voix de Lorraine se durcit. Guillaume, explique ça à ta femme. Cette maison est un actif. C'est stupide de la garder juste par sentimentalité. Claire, ta mère n'est plus toute jeune, intervint Guillaume. Elle a 63 ans. Tôt ou tard, nous devrons décider comment nous occuper d'elle. Il vaut mieux le faire maintenant, pendant qu'elle est encore relativement en bonne santé. Je reculai de la porte, sentant le sang se retirer de mon visage. Ils veulent vendre ma maison. La maison où j'ai vécu pendant 40 ans. La maison où Claire a grandi, où Édouard est mort,
où chaque recoin garde des souvenirs. Et ma fille n'essaie même pas de s'y opposer. Pour elle, je suis déjà mise au rebut. Une vieille femme qu'il faut envoyer en maison de retraite. Je me précipitai vers la cuisine, sentant mes mains trembler. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était 7h moins le quart. Lorraine serait bientôt là, et je devrais sourire, faire semblant de ne pas savoir qu'elle me préparait un autre coup bas. La sonnette retentit à nouveau. D'autres invités. Je pris une profonde inspiration et essayai de me ressaisir. Après tout, c'était l'anniversaire de Léo demain, et quoi qu'il arrive, je n'allais pas gâcher l'anniversaire de mon petit-fils. L'anniversaire de Léo fut exceptionnellement ensoleillé pour un mois d'octobre à Lille. Je me suis réveillée tôt avec les premiers rayons du soleil, une vieille habitude que je ne pouvais pas perdre, même le week-end. J'avais passé la nuit dans la chambre d'amis de Claire car les préparatifs d'hier s'étaient prolongés tard dans la nuit, et ma fille avait insisté pour que je reste. Allongée dans mon lit, j'écoutais la maison silencieuse. Une journée difficile s'annonçait, non seulement à cause de la fête épuisante avec beaucoup d'inconnus, mais aussi à cause de Lorraine, dont la présence promettait d'être une véritable épreuve pour moi. La conversation surprise hier sur la vente de ma maison ne quittait pas mon esprit, empoisonnant chaque pensée. Sur la table de chevet à côté de mon lit se trouvait mon cadeau pour Léo, la montre à gousset restaurée d'Édouard. 3 mois de travail minutieux, de recherche de pièces, de nettoyage, de polissage, de réglage. Je n'y avais pas seulement mis mon temps et mes compétences, mais aussi une partie de mon âme. J'espérais que mon petit-fils apprécierait ce symbole du lien entre les générations. À 7h du matin, je suis descendue à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, mais Claire était déjà là, donnant des instructions à 2 femmes du service traiteur. « Maman, tu es levée », dit-elle en me jetant un coup d'œil. « Le café est dans la cafetière. Katharina et Jean s'occuperont du petit déjeuner et du déjeuner pour que tu n'aies pas à cuisiner. Je pourrais faire les crêpes préférées de Léo, proposai-je. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons prévu un menu belge, secoua la tête Claire. Des gaufres et des baies fraîches. Tout a déjà été commandé. Je hochai la tête et reculai vers la machine à café. Une fois de plus, mon aide était superflue. Cependant, j'y étais habituée depuis longtemps. À 9h, la maison s'était transformée en champ de bataille. Des décorateurs accrochaient des guirlandes. Des fleuristes arrangeaient des compositions. Des serveurs installaient des tables de buffet. Quelque part dans le jardin, une petite scène était en cours de montage pour le DJ que Claire avait engagé. Tout cela ressemblait plus aux préparatifs d'une réception mondaine qu'à une fête d'anniversaire pour un garçon de 13 ans. Léo descendit pour le petit déjeuner à 9h, encore endormi et quelque peu abattu. « Joyeux anniversaire, mon trésor !» Je le serrai dans mes bras, le sentant me serrer maladroitement en retour. « Merci, mamie. » Il sourit faiblement. « Léo !» Claire se précipita dans la salle à manger, son téléphone à la main. « Tu as 40 minutes pour le petit déjeuner. Ensuite, tu dois te préparer. Le photographe sera là à 11h30 et nous prendrons des photos de famille avant l'arrivée des invités. » « D'accord, maman, » dit-il docilement, s'asseyant à la table où une assiette de gaufres parfaitement arrangée l'attendait déjà. Je m'assis à côté de lui quand Claire partit répondre au téléphone. « Comment te sens-tu en un jour si important ?» demandai-je, essayant de paraître joyeuse. Léo haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est bizarre tout ça. » Il fit un geste vers la pièce où des inconnus installaient des décorations. « Ce n'est pas vraiment ce que je voulais. »« Qu'est-ce que tu aurais voulu ?» Il réfléchit un instant. Peut-être juste aller quelque part avec quelques amis, à un musée des sciences ou une exposition de robotique, quelque chose comme ça. Je hochai la tête, comprenant. C'était une histoire familière. Claire organisait la fête pour elle-même, pas pour son fils. Tout comme lorsque mon mari Édouard avait insisté pour que notre fille étudie l'ingénierie. Même si elle était attirée par les sciences humaines, elle répétait maintenant la même erreur avec son propre enfant. « J'ai quelque chose pour toi, » dis-je doucement, jetant un coup d'œil vers la porte pour m'assurer que Claire ne revenait pas. « Mais j'aimerais te le donner avant que la partie officielle ne commence. »« Qu'est-ce que c'est ?» Ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. « Tu verras. » Je lui fis un clin d'œil. « Retrouve-moi avant que les invités n'arrivent. » Léo sourit, le premier vrai sourire de la matinée. Mais le moment fut rapidement interrompu lorsque Claire revint et commença à lui rappeler combien il était important de faire bonne impression sur les invités, en particulier sur les collègues de son père. À 11h,
La maison était complètement transformée. Ballons bleus et argentés, guirlandes, arrangements floraux. Tout semblait impeccable et stérile, comme une photo d'un magazine de décoration d'intérieur. Sur la grande table au centre du salon se trouvait un gâteau à 3 étages avec une figurine de joueur de tennis au sommet. Un hommage au hobby que Guillaume avait essayé d'inculquer à son fils. J'essayais d'être utile, mais je me sentais constamment de trop. Quand j'ai proposé d'aider au service, Claire a poliment mais fermement dit que tout avait déjà été arrangé par des professionnels. Quand j'ai voulu décorer la table avec des serviettes que j'avais brodées moi-même, elle a expliqué qu'elles ne correspondaient pas à la palette de couleurs. À 11 heures, alors que l'agitation était à son comble, Léo me trouva dans un coin tranquille de la cuisine. « Mamie, tu voulais me montrer quelque chose ?» Sa voix était curieuse. Je sortis de ma poche une petite boîte enveloppée dans du papier bleu uni. « Joyeux anniversaire, Léo. Ceci appartenait à ton grand-père. » Il déballa soigneusement le cadeau et ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'antique montre à gousset avec son mécanisme apparent. C'est une vraie montre mécanique. Il la tenait avec révérence, examinant le motif complexe des engrenages. Oui. Je souris, regardant son visage ravi. Ton grand-père la portait tous les jours. Je l'ai restaurée pour toi. Tu as fait ça toi-même. Il me regarda. Bien sûr. Tu te souviens que je t'ai dit que je travaillais avec des mécanismes? C'est le même principe, mais en miniature. Léo caressa doucement la surface dorée de la montre avec son doigt. Elle est vivante, pas comme ces trucs numériques. Exactement. Je hochai la tête. Elles ont une âme et une histoire. Il leva les yeux vers moi, et il y avait tant de gratitude sincère dans ses yeux que mon cœur se serra. Merci, mamie. C'est le meilleur cadeau de tous les temps. Nous entendîmes les pas de Claire et Léo cacha rapidement la montre dans sa poche. Vous êtes là. Elle apparut dans l'embrasure de la porte. Léo, le photographe attend. Et s'il te plaît, mets le costume bleu que nous t'avons acheté. Les invités commenceront à arriver dans 1 heure. Quand Léo partit, Claire se tourna vers moi. Maman, peux-tu vérifier si tout va bien avec les boissons? J'ai peur que nous n'ayons pas commandé assez d'options non alcoolisées pour les enfants. Je hochai la tête et allai faire ce qu'on me demandait, même si je savais que tout avait déjà été vérifié par des professionnels. Claire avait juste besoin de m'occuper. Les premiers invités commencèrent à arriver à 13 heures précises. Les camarades de classe de Léo avec leurs parents, les collègues de Guillaume, les amis de Claire du club de tennis. Guillaume et Claire les accueillaient à la porte, tandis que Léo se tenait à proximité, souriant avec raideur et serrant des mains. Je restais à l'écart, aidant les serveurs avec les amuse-gueules et m'assurant que tout le monde était à l'aise. À 14 heures, Lorraine arriva. Elle entra avec cet air particulier de supériorité dont je me souvenais de mes jours chez Renault. Impeccablement habillée, avec une coiffure parfaite, elle dégageait confiance et autorité. Guillaume s'illumina en voyant sa mère, et Claire se tendit visiblement. Même après toutes ces années de mariage, elle voulait toujours impressionner sa belle-mère. Lorraine me fit un signe de tête à peine perceptible en passant et se dirigea directement vers Léo. « Mon cher petit-fils, » dit-elle en ouvrant grand les bras. « 13 ans, c'est un âge spécial. Tu deviens un vrai homme. » Léo la serra dans ses bras, et je remarquai que ses épaules se tendaient au contact formel. « Merci, mamie Lorraine. » Il sourit poliment. « J'ai un cadeau spécial pour toi. » Elle fit signe à un assistant qui portait une petite boîte enveloppée dans du papier argenté avec le monogramme LD. Léo ouvrit le cadeau, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. À l'intérieur se trouvait une montre suisse chère dans un boîtier en cuir, massive, brillante, plus adaptée à un homme d'affaires respectable qu'à un garçon de 13 ans. « C'est une tradition du bois, » expliqua Lorraine en sortant la montre et en la mettant au poignet de son petit-fils. « Chaque homme de notre famille reçoit une montre comme celle-ci quand il a 13 ans. Ton père en portait une exactement pareille. » La montre avait l'air encombrante sur le poignet fin de Léo, mais il la remercia poliment et laissa Lorraine attacher le bracelet. « Maintenant, tu es un vrai Dubois, » dit-elle en lui tapotant l'épaule. Je vis la main de Léo atteindre involontairement la poche où se trouvait la montre à gousset d'Édouard. Il me jeta un regard rapide, et je souris de manière encourageante. Laisse-le avoir les 2 cadeaux, symbole de 2 mondes différents à partir desquels il pourrait choisir sa propre voie. La fête continua. Les enfants jouaient à des jeux organisés par l'animateur tandis que les adultes socialisaient et sirotaient du champagne. Léo passait d'un groupe à l'autre, acceptant poliment les félicitations et les cadeaux.
Je l'observais de loin, remarquant comment son sourire devenait de plus en plus forcé à chaque heure qui passait. À 17 heures, il était temps pour le dîner formel. Les invités s'assirent à une longue table dans la salle à manger, décorée de fleurs et de bougies. J'étais assise au bout, à côté d'un parent éloigné de Guillaume, tandis que Léo occupait la place centrale entre son père et Lorraine. Claire était assise à côté de Guillaume, rayonnant du bonheur tendu de l'hôtesse d'une fête parfaite. Le dîner était exquis, plusieurs plats servis par des serveurs en gants blancs. Je touchais à peine ma nourriture, regardant Léo. Il discutait poliment avec ses voisins de table, mais son regard s'attardait souvent sur moi, comme s'il cherchait du soutien. Après le dessert, Guillaume se leva avec une coupe de champagne. « Mesdames et messieurs, je voudrais porter un toast à notre héros du jour. Léo, aujourd'hui tu as 13 ans, une étape importante sur le chemin de l'âge adulte. Tu grandis pour devenir un vrai Dubois, déterminé, talentueux et digne successeur de notre tradition familiale. » Je ne pus m'empêcher de grimacer à ces mots. Guillaume semblait complètement inconscient de son fils, de ses vrais intérêts, de ses inclinations, de son âme. Ton succès au tennis, tes notes à l'école, tout indique que tu es sur la bonne voie. Je suis fier de toi et confiant que tu iras dans une grande école réputée, comme tous les Dubois avant toi. À toi, mon fils. Tout le monde leva son verre et but. Léo était assis avec un sourire forcé, ses yeux rencontrant les miens à travers la table pendant un instant. Je lui fis un sourire encourageant. Puis Claire parla. Elle dit à quel point elle était fière de son fils, de ses réussites, de la personne merveilleuse qu'il devenait. Pas un mot sur ses vrais intérêts, son talent pour la technologie, ses rêves. Quand Claire eut fini, ce fut le tour de Lorraine. Elle se leva majestueusement, tenant une coupe de champagne. Chers amis, sa voix bien modulée remplit la pièce. Aujourd'hui, nous célébrons un événement important, le 13e anniversaire de mon petit-fils, Léo-Édouard Dubois. Elle posa sa main sur l'épaule du garçon, et je le remarquai se tendre légèrement. 13 ans, c'est l'âge où un garçon commence à devenir un homme. C'est là que le caractère, les ambitions et les idées sur l'avenir se forment. Et je veux dire que Léo grandit pour être exactement le genre de personne que l'héritier de la famille Dubois devrait être. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil autour de la table, et pendant un instant, son regard s'attarda sur moi. Quelque chose de froid brilla dans ses yeux, me faisant frissonner intérieurement. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Guillaume et Claire, qui élèvent leur fils avec tant de soin et d'attention, les professeurs, les entraîneurs, les mentors qui l'aident à grandir et à se développer, tous ceux qui ont été avec nous toutes ces années. Elle fit une autre pause, et quelque chose dans son ton me rendit méfiante. Sauf une femme, dit Lorraine doucement, mais cela résonna dans la pièce comme un coup de feu. Qui essaie de ramener mon petit-fils dans le passé, lui inculquant un intérêt pour les bricolages au lieu d'une véritable éducation, pour les tournevis et les fers à souder au lieu des livres et du sport. Un murmure parcourut la pièce. Certains invités échangèrent des regards gênés. Claire se figea, fixant son assiette. Guillaume avait l'air légèrement surpris mais pas contrarié. Et Léo? Léo me fixait avec de grands yeux remplis d'horreur et de honte. Je sentis le sang me monter au visage. Toutes ces années de silence, de concessions, de compromis. Et maintenant, en public, à la fête d'anniversaire de mon petit-fils, j'étais dépeinte comme l'ennemi de la famille. Mais cela n'a pas d'importance, continua Lorraine avec un léger sourire. Ce qui compte, c'est que Léo sache qui est sa vraie famille et où se trouve son avenir. À toi, cher petit-fils. Elle leva son verre. La plupart des invités suivirent son exemple, bien que certains aient eu l'air embarrassés. Je restais assise, immobile, sentant quelque chose en moi se briser complètement. Le mince fil de respect et d'acceptation qui avait maintenu ma relation avec la famille de ma fille était rompu. Le dîner continua. La conversation revint progressivement à la normale. Personne ne mentionna l'étrange toast de Lorraine, bien que je sente des regards curieux dirigés vers moi. Claire ne vint pas me voir, ne me défendit pas, ne dit pas un mot pour me défendre. Elle continua simplement à sourire et à jouer le rôle de l'hôtesse parfaite. Quand le gâteau fut apporté, une œuvre d'art de confiserie à 3 étages avec un joueur de tennis au sommet, tout le monde se rassembla autour de Léo pour chanter la chanson traditionnelle. Je me tins à l'écart, me sentant comme un fantôme à cette célébration de la vie. Léo souffla les bougies sous les applaudissements, et son regard rencontra le mien pendant un instant. Il y avait tant de douleur et d'excuses dans ses yeux que mon cœur se serra. Après le gâteau, les invités commencèrent à partir.
J'accomplis mécaniquement mes devoirs d'hôtesse, ramassant les assiettes, aidant avec les cadeaux, remerciant les gens à leur départ. Mais à l'intérieur, une décision se formait. Je ne pouvais plus être une ombre dans la vie de ma propre famille. Quand le dernier invité partit, je montai dans la chambre d'amis et rassemblai mes quelques affaires. Puis je descendis. Claire et Guillaume étaient dans le salon, parlant à Lorraine. Léo était assis sur le canapé, regardant les cadeaux avec une expression distante. Je me dirigeai vers la table dans l'entrée où se trouvaient mes clés de la maison de ma fille. Les mêmes clés que Claire m'avait données au cas où, mais que j'avais toujours hésité à utiliser, comme si j'envahissais son espace personnel. Le cliquetis du métal contre la surface en verre de la table fit se retourner tout le monde. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, droite comme un i, regardant Lorraine droit dans les yeux pour la première fois depuis de nombreuses années. « Judith, qu'est-ce que tu fais ?» Claire fronça les sourcils, regardant les clés. « Je pars. » Ma voix était calme, bien qu'à l'intérieur je tremblais. « Merci pour votre hospitalité. » « Ne sois pas idiote, maman. » Claire leva les yeux au ciel. « Il est tard. »« Et quoi ?» interrompis-je ma fille pour la première fois. « Tu as peur que ta vieille mère ne rentre pas chez elle ? Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Je me suis débrouillée toute ma vie. » Lorraine observait la scène avec un léger intérêt, comme s'il s'agissait d'un drame télévisé. Guillaume avait l'air agacé. J'avais probablement ruiné ses plans pour une soirée tranquille. « Mamie !» Léo se leva du canapé, sa voix alarmée. « S'il te plaît, reste. Il fait nuit. »« Tout va bien, mon trésor. » Je lui souris. « Joyeux anniversaire encore. J'espère que tu continueras à faire ce que tu aimes vraiment, peu importe ce que les autres disent. » Je me retournai et me dirigeai vers la porte, sentant les yeux de toutes les personnes présentes sur moi. Personne n'essaya de m'arrêter. Même Claire dit simplement « Maman, tu n'es pas raisonnable. On parlera demain, quand tu te seras calmée. » Je ne répondis pas. J'ouvris la porte et sortis dans la fraîche soirée d'octobre. Le ciel était couvert et une légère pluie tombait. Je n'avais pas pris de parapluie, mais pour le moment, cela semblait insignifiant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais libre. Humilié, brisé, mais libre. La pluie s'intensifiait à chaque pas. Les fines gouttes se transformèrent en lourdes averses, tambourinant sur l'asphalte et les toits des voitures garées. Je marchais la tête baissée, ignorant mes vêtements mouillés. Le froid d'octobre pénétrait jusqu'aux os, mais à l'intérieur de moi brûlait un feu d'humiliation et de colère. Pendant 23 ans, j'avais été une ombre dans ma propre famille. 23 ans à me conformer, à céder, à me taire. Et voilà le résultat. Une humiliation publique devant des dizaines de personnes, dont la plupart que je ne connaissais même pas. Et ma propre fille n'a rien dit. Ne m'a pas défendue. N'a pas dit un mot pour me protéger. Où me suis-je trompée ? Quand Claire est-elle passée de la petite fille curieuse qui aidait son père à assembler des postes de radio à cette femme froide qui valorise le statut plus que sa propre mère ? Peut-être que je travaillais trop quand elle était petite, ou que je ne l'ai pas élevée assez strictement. Ou était-ce parce qu'Édouard et moi avons toujours vécu modestement, sans le luxe qu'elle voyait dans les maisons de ses camarades de classe riche ? Je marchais dans les rues désertes de Bondu, un quartier où je ne me suis jamais senti chez moi. Il y avait environ 2 kilomètres jusqu'à l'arrêt de bus, puis une autre heure jusqu'à ma vieille maison dans le quartier ouvrier. Mais maintenant, cette distance semblait insignifiante par rapport au gouffre qui s'était creusé entre moi et ma famille. La pluie effaçait les lignes sur le trottoir, les transformant en ruisseaux gris. Les mots de Lorraine résonnaient dans ma tête à chaque pas que je faisais. Sauf une femme. Sauf une femme. Comment osait-elle ? De quel droit me jugeait-elle ? Ma relation avec mon petit-fils. Mes tentatives de soutenir ses vrais intérêts. C'était la même Lorraine qui avait signé mon ordre de licenciement il y a 20 ans, sachant que mon mari était malade et que ma fille était à l'université. Et maintenant, elle essayait de m'effacer à nouveau, cette fois de la vie de mon petit-fils. J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas immédiatement entendu les pas rapides derrière moi. Ce n'est que lorsqu'ils furent presque sur moi que je me retournai et me figeai de surprise. Léo courait sous la pluie, trempé jusqu'aux os, sans veste, ne portant que le costume bleu qu'il avait porté pour la fête. Ses cheveux étaient collés à son front et ses yeux, grands et sérieux, me regardaient avec anxiété et détermination. « Mamie » s'arrêta-t-il, à bout de souffle. « Attends. Léo. » Je n'en croyais pas mes yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es trempé. »
Il reprit son souffle. Je suis parti pour te retrouver. Mais ta mère, ton anniversaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Il haussa les épaules. Et il y avait tellement de lassitude adulte dans ce geste que mon cœur se serra. Ce n'est pas ma fête. Ça ne l'a jamais été. Je le regardais, ne sachant que dire. Un garçon de 13 ans, presque un adolescent, se tenait devant moi sous une pluie battante, déterminé et vulnérable à la fois. Tu ne peux pas simplement partir comme ça, dis-je enfin. Tes parents vont s'inquiéter. Ils s'en fichent, dit-il, sa voix dépourvue de ressentiment enfantin, se contentant de constater un fait. Ils n'ont même pas remarqué que je suis parti. Maman et papa discutaient d'une affaire avec leurs invités. Et mamie Lorraine racontait à tout le monde quelle merveilleuse grande école m'attendait dans 5 ans. La pluie s'intensifia, se transformant en déluge. Nous nous tenions sous un lampadaire. 2 silhouettes solitaires dans un quartier cher et désert. Nous devons trouver un abri, dis-je en regardant autour de moi. Tu trembles. À quelques rues de là se trouvait un vieil arrêt de bus avec un abri. Je pris Léo par la main et nous nous y précipitâmes, sautant par-dessus les flaques d'eau et nous blottissant l'un contre l'autre. Sous le mince toit de l'arrêt de bus, c'était un peu plus sec, mais au moins la pluie ne nous frappait pas directement au visage. J'enlevai mon écharpe et essayai d'essuyer les cheveux mouillés de mon petit-fils avec. « Pourquoi m'as-tu suivi ?» demandai-je quand nous eûmes un peu repris notre souffle. Léo sortit quelque chose de la poche de sa veste mouillée et me le tendit sur sa paume ouverte. La montre à gousset d'Édouard. Je suffoquai, imaginant comment l'eau aurait pu endommager le mécanisme. Je ne pouvais pas la laisser là-bas, dit-il doucement. Il ne comprendrait pas à quel point elle est spéciale. Léo. Mamie, je ne peux plus rester là-bas, lâcha-t-il soudainement. Ils me disent toujours qui je suis censé être. Le tennis, une école prestigieuse, les bons amis, les bons hobbies. Personne ne me demande ce que je veux. Sa voix tremblait, mais pas à cause du froid. Qu'est-ce que tu veux, Léo? Il réfléchit un instant. Je veux créer des choses. Comme toi, comme le grand-père dont tu m'as parlé. Je veux comprendre comment les choses fonctionnent, pas seulement les utiliser. Mais quand j'essaie d'en parler à ma mère, elle soupire et me rappelle que j'ai un entraînement de tennis ou un cours de français. Je hochai la tête, reconnaissant des échos de ma propre histoire dans ses paroles. Mon père ne comprenait pas non plus mon intérêt pour la mécanique, considérant que c'était une activité inappropriée pour une fille. Il m'a fallu des années pour défendre mon droit de suivre ma propre voie. « Et ton père ?» demandai-je. « As-tu essayé de lui parler ?»« Papa ?» Léo haussa les épaules. « Il est toujours occupé. Quand il est à la maison, il travaille généralement dans son bureau ou au téléphone. Et si nous passons du temps ensemble, il le passe à parler de l'avenir, de l'entreprise familiale, des traditions du bois. Comme si j'avais déjà décidé que je voulais être une copie exacte de mon père et de mon grand-père. » La pluie tambourinait sur le mince toit de l'arrêt de bus, créant une étrange sensation d'intimité, comme si Léo et moi étions dans notre propre petit monde. « Mamie !» Il me regarda droit dans les yeux. Ce que mamie Lorraine a dit à table, c'était horrible. J'ai vu à quel point ça t'a blessé. Et personne ne t'a défendu. Même pas maman. Les relations entre adultes sont compliquées, Léo, dis-je, essayant de trouver des mots qui ne sonnaient pas comme des excuses. Parfois, les gens font des choix difficiles à comprendre pour les autres. Ce n'est pas juste, dit-il obstinément. Ils te traitent comme un meuble. Comme quelque chose qu'on peut déplacer ou jeter quand on n'en a plus besoin. Sa perspicacité me frappa. Ce garçon voyait ce que beaucoup d'adultes choisissaient de ne pas voir. Tu observes beaucoup, n'est-ce pas? Demandai-je doucement. Quand on est un enfant silencieux, les gens oublient souvent qu'on est dans la pièce. Il sourit faiblement. Je les ai entendus parler de vendre ta maison. Comme si c'était juste une propriété, pas un endroit où tu vis. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Toutes ces années, j'ai pensé que je protégeais Léo en le protégeant des complexités de la vie adulte, mais il avait tout vu et tout compris. Je suis désolée que tu aies dû entendre ça, dis-je. Les enfants ne devraient pas avoir à s'inquiéter de choses comme ça. J'ai 13 ans, mamie, dit-il en se redressant, paraissant soudain plus âgé que son âge. Je ne suis pas un petit enfant, et je vois comment on te traite. Ce n'est pas juste. La pluie commença à se calmer, se transformant en une légère bruine. Le ciel nocturne brillait à travers les trouées dans les nuages, révélant quelques étoiles.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Léo en regardant la rue mouillée. Rentrer à la maison, hausser-je les épaules. Que puis-je faire d'autre? Je peux venir avec toi. Il y avait de l'espoir dans sa voix. Juste pour ce soir. Je ne veux pas y retourner. J'y ai réfléchi. D'un côté, emmener un enfant sans la permission de ses parents était mal. De l'autre, le renvoyer dans une maison où son vrai moi était méthodiquement effacé semblait encore plus mal. Tes parents vont s'inquiéter, dis-je, bien que je ne sois pas sûr que ce soit vrai. Ils n'ont même pas remarqué que je suis partie, répéta Léo. S'il te plaît, mamie. Juste pour aujourd'hui. Je reviendrai demain, je le promets. Ses yeux, si semblables à ceux d'Édouard, me regardaient avec insistance, et je cédai. D'accord, mais nous appellerons tes parents le matin, et tu rentreras à la maison. Il hocha la tête et son visage s'illumina. Merci. Je ne peux tout simplement pas les voir tous aujourd'hui, surtout mamie Lorraine avec ses discours sur les vrais du bois. Nous sortîmes de l'abri de bus. La pluie s'était presque arrêtée, mais l'air était humide et froid. Léo frissonnait dans son costume mouillé. Il y a quelques rues jusqu'à l'arrêt de bus, dis-je. Tu vas geler avant qu'on y arrive. Ça va, dit-il courageusement, bien que ses lèvres soient visiblement bleues. Reste ici, dis-je, regardant autour de moi et remarquant une cabine téléphonique au coin de la rue. Je vais appeler un taxi. 15 minutes plus tard, nous étions assis dans l'intérieur chaud d'une vieille Ford. Le chauffeur, un homme âgé à la moustache grise, nous jeta un regard surpris, mais ne dit rien. Une vieille femme mouillée et un garçon dans un costume ruiné n'étaient probablement pas les passagers les plus étranges qu'il ait jamais eus. Sur le chemin, Léo se serra contre moi, frissonnant de froid. Je mis mes bras autour de ses épaules et sentis son corps se détendre progressivement. Nous étions silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Par la fenêtre, les lumières de l'île défilaient, vives et festives au centre, faibles et clairsemées en périphérie. Je ne suis jamais allé chez toi, dit Léo soudainement, brisant le silence. C'était vrai. Claire avait toujours insisté pour que les réunions de famille aient lieu dans leur maison spacieuse et immaculée d'un quartier prestigieux. Ma modeste maison dans un vieux quartier ouvrier était un symbole du passé dont elle voulait en se distancier. Ce n'est pas aussi bien que chez toi, prévins-je. Et un peu en désordre. Je n'attendais pas d'invité. Je m'en fiche, haussa-t-il les épaules. Je suis sûre que c'est plus intéressant que notre maison impeccable où on ne peut même pas s'asseoir sur le canapé du salon parce qu'il n'est pas pour un usage quotidien. Il y avait une telle amertume dans sa voix que je ne pus m'empêcher de sourire, reconnaissant mes propres pensées. Léo me ressemblait beaucoup plus que ses parents, et cela me ravissait et m'effrayait à la fois. Le taxi s'arrêta devant ma maison, un petit bâtiment d'un étage avec une peinture écaillée et un jardin ancien mais bien entretenu. Je payai le chauffeur, calculant mentalement combien cela prendrait sur mon maigre budget. Mais cela n'avait pas d'importance maintenant. Nous montâmes les marches du Porsche et je sortis mes clés. De vraies clés pour une vraie maison, pas le jeu symbolique que je venais de laisser sur la table de l'entrée de ma fille. La porte grinça en s'ouvrant, nous laissant entrer dans le couloir sombre. « Attends une seconde », dis-je en cherchant l'interrupteur. Une faible lumière inonda la pièce, révélant son mobilier modeste, de vieux meubles, un tapis usé et des photographies dans des cadres simples sur les murs. Mais c'était propre et confortable. Une vraie maison, pas une salle d'exposition. Nous devons nous sécher et nous réchauffer, dis-je en aidant Léo à enlever sa veste mouillée. J'ai de vieux vêtements de ton grand-père. Ils seront un peu grands, mais mieux que rien. Je le conduisis à la salle de bain, lui donnai une serviette et lui montrai où tout se trouvait. Puis j'allai chercher des vêtements secs pour nous deux. Dans le coin le plus éloigné du placard, quelques affaires d'Édouard étaient encore rangées. Des choses que je n'avais pas pu donner après sa mort. Un vieux pull, une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement avec une ceinture serrée iraient très bien au maigre Léo. Quand nous fûmes tous les deux changés et réchauffés, je préparai du thé chaud et des sandwichs. Nous nous assîmes dans la cuisine, et Léo regarda autour de lui avec intérêt. « Tu as tellement de choses intéressantes, » dit-il en regardant les étagères remplies de vieux mécanismes, d'outils et de livres. Il y a un sentiment de vie ici. Ce ne sont que de vieilles choses, haussai-je les épaules. La plupart des gens appelleraient ça de la camelote. Ce n'est pas de la camelote. Il secoua la tête. Tout a une histoire, non? Comme la montre de grand-père. Oui, souris-je, touché par sa compréhension. Tout signifie quelque chose ou te rappelle quelqu'un.
Léo sortit la montre de la poche de son pantalon. Elle avait miraculeusement survécu à la pluie. Parle-moi de grand-père, demanda-t-il, plaçant soigneusement la montre sur la table entre nous. Comment était-il? Ma mère ne parle presque jamais de lui. Et je commençais à lui raconter comment Édouard et moi nous étions rencontrés à l'usine où j'étais une jeune spécialiste en automatisation et lui un ingénieur expérimenté. Comment il avait soutenu mes ambitions à une époque où les femmes étaient rarement prises au sérieux dans les professions techniques. Comment nous avions construit cette maison ensemble, pièce par pièce, en économisant chaque euro. Comment Claire était née et comment Édouard lui avait appris à démonter et remonter des radios, espérant qu'elle suivrait ses traces. Léo écoutait, retenant son souffle, absorbant avec avidité chaque détail sur la famille qu'il connaissait si peu. « Pourquoi maman a-t-elle perdu tout intérêt pour la technologie ?» demanda-t-il lorsque je fis une pause. « Tu as dit qu'elle aimait construire des radios avec grand-père. » Je soupirai, cherchant les mots justes. Au lycée, Claire s'est liée d'amitié avec des filles de famille riches. Elle menait une vie complètement différente. Voiture chère, voyages, vêtements à la mode. Je pense qu'elle a eu honte de notre maison simple, de son père qui se salissait les mains avec de l'huile de machine. Elle a commencé à rêver d'une autre vie, puis elle a rencontré Guillaume à l'université. Elle a trouvé son ticket pour ce monde, termina Léo doucement. Et depuis, elle essaie de prouver qu'elle mérite d'y être. J'étais frappée par sa perspicacité. Oui, c'est probablement vrai. Mais tu sais, Léo, je ne la blâme pas. Chacun a le droit de choisir sa propre voie. C'est juste que parfois les gens oublient d'où ils viennent et qui les a aidés en chemin. Nous restâmes assis en silence, brisés seulement par le tic-tac de la vieille horloge sur le mur et le bruit de la pluie qui se calmait à l'extérieur d'eux. La fenêtre. À ce moment-là, un lien se forma entre nous, plus profond que les mots, une compréhension entre deux personnes qui voyaient le monde d'une manière similaire malgré la différence d'âge. « Mamie, » dit Léo soudainement, me regardant avec des yeux sérieux. « Je veux rester avec toi. Pas seulement pour aujourd'hui. Je veux vivre ici avec toi. » Ces mots me prirent par surprise. « Léo, c'est impossible. Tes parents n'accepteraient jamais. Et c'est ta famille, ta maison. » « Ce n'est pas une maison. » Il secoua la tête. « C'est un endroit où je vis, mais je ne m'y suis jamais vraiment senti chez moi. Pas comme ici, avec toi, en une seule soirée. » Ces paroles me touchèrent profondément, mais je savais que je ne pouvais pas encourager de telles pensées. « Écoute, tu es contrarié en ce moment. Ça a été une journée difficile pour nous tous. Parlons-en demain, à tête reposée. » Léo eut l'air déçu, mais hocha la tête. « D'accord. Mais je ne changerai pas d'avis. Il est tard. » Je jetai un coup d'œil à l'horloge. « Tu as besoin de te reposer. Je vais te préparer la chambre d'amis. » En faisant le lit dans la petite chambre qui avait appartenu à Claire, je pensais aux paroles de Léo. Une partie de moi était touchée par son désir de rester avec moi, mais une autre partie comprenait à quel point c'était irréaliste. Claire et Guillaume ne permettraient jamais à leur fils de vivre avec sa grand-mère dans un vieux quartier ouvrier, loin des écoles prestigieuses et des bons amis. Quand je retournai à la cuisine, Léo se tenait à la fenêtre, regardant la rue mouillée. Portant le pull d'Édouard, qui était trop grand pour lui, il avait l'air touchant et vulnérable. « Viens, appelez-je. Je vais te montrer où tu vas dormir. » Il se retourna et je vis qu'il tenait la montre à gousset d'Édouard dans ses mains. Elle s'est arrêtée de faire tic-tac. Probablement à cause de la pluie. « Ce n'est pas grave, » dis-je en m'approchant et en prenant la montre. « Je la démonterai et la sécherai demain. Le mécanisme ne devrait pas être endommagé. Tu penses vraiment que tu peux la réparer? » Il y avait de l'espoir dans sa voix. « Bien sûr, » souris-je. J'ai réparé des centaines de mécanismes plus compliqués que celui-ci dans ma vie. Tout peut être réparé si l'on sait comment le système fonctionne et si l'on a les bons outils. Léo hocha la tête, et quelque chose comme de l'admiration brilla dans ses yeux. « Tu m'apprendras? » « Avec plaisir, » dis-je en posant ma main sur son épaule. « Maintenant, il est temps de dormir. Demain sera une journée difficile. » Après avoir montré à Léo la chambre d'amis et m'être assuré qu'il était à l'aise, je retournai à la cuisine. Assise à la table avec une tasse de thé froid, je réfléchis à ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Le discours de Lorraine, mon départ, la décision de Léo de me suivre. Je savais que je devrais faire face aux conséquences le matin. Claire et Guillaume devaient avoir découvert la disparition de leur fils et étaient probablement fous d'inquiétude.
Je devrais les appeler et leur dire qu'il était avec moi et en sécurité. Mais une partie de moi, celle qui souffrait encore de l'humiliation publique, voulait qu'il ressente au moins une fraction de l'anxiété et de l'incertitude avec lesquelles j'avais vécu ces dernières années. C'était mal. Je le savais. Mais aujourd'hui, juste aujourd'hui, je me permettais d'être moins que parfaite en tant que grand-mère et mère. Juste pour une nuit. Le matin, je passerais le bon coup de fil. Je m'approchais de la fenêtre et regardais la rue nocturne. La pluie s'était arrêtée, et les lampadaires et les étoiles se reflétaient dans les flaques d'eau. Quelque part là-bas, dans un quartier riche, dans une grande maison avec une pelouse parfaite, ma fille commençait probablement à comprendre que tout dans ce monde ne peut pas être contrôlé, que parfois les gens, même les plus proches, peuvent faire des choix inattendus. Je retournai à la table et pris la montre d'Édouard. Je la tins à mon oreille. Silence. Mais je savais que le mécanisme à l'intérieur était toujours vivant, ayant juste besoin de soins et d'attention. Tout comme notre famille. Je posai soigneusement la montre sur la table et allai dans ma chambre. Demain serait un nouveau jour, et peut-être le début de quelque chose de nouveau dans notre relation. Je ne savais pas ce que l'avenir apporterait, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais une voix, un choix, et un petit garçon qui me comprenait mieux que quiconque. Le matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillée au son de la pluie tambourinant sur le toit. Normal pour l'île à cette période de l'année. Je suis restée allongée quelques secondes, fixant le plafond et rassemblant mes pensées. Les événements de la veille semblaient irréels, comme un mauvais rêve, mais ils étaient bien réels. Lorraine avec son toast insultant, moi quittant la fête, et Léo me suivant sous la pluie battante. Léo. Je me suis redressée brusquement dans mon lit. Mon petit-fils dormait dans la pièce voisine, et ses parents étaient probablement fous d'inquiétude. Ou peut-être n'avaient-ils pas encore remarqué son absence. Non, c'était impossible. Peu importe à quel point Claire et Guillaume étaient absorbés par leurs propres affaires, ils n'auraient pas pu ne pas remarquer que leur fils n'était pas rentré à la maison. Je regardai l'horloge. Il était 7 heures du matin. Il était temps d'appeler ma fille. Je pris mon téléphone et me figeai, le doigt sur les touches. Que allais-je dire? Salut, ma chérie. Ton fils est avec moi. Ne t'inquiète pas. Après avoir quitté la fête et laissé les clés derrière moi, après avoir emmené un enfant de 13 ans sans la permission de ses parents. Le téléphone sonna avant que je ne puisse composer le numéro. Bien sûr, c'était Claire. Je pris une profonde inspiration et répondis. Maman. La voix de ma fille était tendue. Est-ce que Léo est avec toi? Oui. Je ne voyais aucun intérêt à nier l'évidence. Il est venu me chercher hier soir. Il s'est fait tremper par la pluie. Je ne pouvais pas le renvoyer dans cet état. Et tu n'as pas pensé à appeler? Sa voix bouillait de rage. On a paniqué toute la nuit. Guillaume a fait le tour de tout le quartier. On a appelé ses amis, la police. J'allais appeler ce matin, répondis-je en essayant de rester calme. Léo était contrarié. Il avait besoin d'un peu de temps. Contrarié. Claire haussa la voix. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il n'a jamais fugué de la maison avant. Je ne lui ai rien dit, dis-je en commençant à m'énerver moi-même. Peut-être devrais-tu te demander pourquoi ton fils a choisi de quitter une fête et de suivre sa grand-mère inappropriée. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Claire parla plus calmement. On arrive. Je serai là dans 30 minutes. Elle raccrocha sans attendre de réponse. Je soupirai et allai réveiller Léo. Il dormait, recroquevillé sous les couvertures, et avait l'air beaucoup plus jeune que ses 13 ans. Ça me faisait mal de le réveiller, mais je devais le préparer à l'arrivée de ses parents. Léo, dis-je en secouant doucement son épaule. Réveille-toi, mon chéri. Tes parents seront bientôt là. Il ouvrit les yeux et me fixa d'un air absent pendant quelques secondes. Puis les événements d'hier durent lui revenir et il s'assit dans son lit. Ils ont appelé? Demanda-t-il d'une voix endormie. Oui, à l'instant. Ta mère était très inquiète. J'en doute, haussa-t-il les épaules. Elle était probablement en colère que j'ai gâché sa fête parfaite. Léo, ne sois pas comme ça, dis-je en m'asseyant à côté de lui. C'est ta mère. Bien sûr qu'elle était inquiète. Il me regarda d'un air dubitatif, mais ne dit rien. Je lui suggérai de se laver et de prendre son petit déjeuner pendant qu'il était encore temps. Ses vêtements, secs de la nuit, étaient soigneusement pliés sur une chaise. Nous mangions du pain grillé et buvions du thé en silence lorsque nous entendîmes le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Léo se tendit et je posai ma main sur son épaule. Tout ira bien.
Sois juste honnête. D'accord. Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'anxiété dans ses yeux. La sonnette retentit, de manière sèche, insistante. J'allais ouvrir, me préparant à une conversation désagréable. Claire et Guillaume se tenaient sur le seuil. Ma fille avait l'air épuisée. Son visage était pâle, ses yeux rouges, ses cheveux en désordre. Guillaume, en revanche, semblait calme et déterminé. Seuls les muscles de sa mâchoire trahissaient sa tension. « Où est-il » demanda Claire sans me saluer. « Dans la cuisine, en train de prendre son petit déjeuner », dis-je en m'écartant pour les laisser entrer. Ils passèrent devant moi sans un mot. Je les suivis dans la cuisine où Léo était toujours assis à table, droit comme un i, Léo-Édouard Dubois. La voix de Claire tremblait. « À quoi tu penses, bon sang ?» Le garçon leva les yeux vers sa mère. « Salut, maman. »« Salut, maman » s'exclama-t-elle en levant les mains. « Tu as disparu le jour de ton anniversaire sans un mot. As-tu une idée de ce que nous avons traversé ? Nous avons appelé la police, les hôpitaux. J'ai laissé un mot, dit Léo doucement. Sur ton lit. » Claire se tut, digérant cette information. « Nous ne sommes pas allés dans ta chambre, dit-elle enfin. Nous pensions que tu étais quelque part dans la maison ou le jardin. Et quand nous avons réalisé que tu n'y étais pas. Quand l'avez-vous réalisé ? Demanda Léo, sa voix provocatrice. 1 heure, 2. Ça n'a pas d'importance, interrompit Guillaume. Ce qui compte, c'est que tu es parti sans permission. Avec une grand-mère qui n'a même pas pris la peine de nous appeler. Ne mêle pas mamie à ça, dit Léo soudainement, élevant la voix. C'était ma décision. Je ne pouvais plus rester là-bas. Pas après ce que mamie Lorraine a fait. Claire me lança un regard accusateur. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Elle ne m'a rien dit. Léo se leva de table. J'ai tout vu moi-même. Comment mamie Lorraine l'a humiliée devant tous les invités. Comment vous êtes restés assis sans rien dire. Comment personne ne l'a défendu. Un lourd silence tomba sur la pièce. Claire baissa les yeux, incapable de trouver les mots. Guillaume se balançait d'un pied sur l'autre, se sentant clairement mal à l'aise. « Léo, tu ne comprends pas les relations entre adultes, dit-il enfin. Entre la mère de Claire et ma mère. C'est une histoire compliquée. » Je comprends assez, dit le garçon obstinément. Je comprends quand quelqu'un est traité injustement. Et je ne veux pas en faire partie. Assez. Claire secoua la tête. On en discutera à la maison. Prépare-toi. On part. Je ne pars pas. Léo croisa les bras sur sa poitrine. Je veux rester avec mamie. Ne sois pas stupide. Guillaume s'avança. Ta place est à la maison, avec nous. Tu as l'école, l'entraînement. Je m'en fiche. La voix de Léo tremblait. Je déteste le tennis. Je déteste l'école où tout le monde ne parle que d'argent et de statut. Je déteste être un vrai Dubois. Guillaume eut l'air d'avoir été frappé. Claire pâlit encore plus. Léo, s'il te plaît. Elle tendit la main vers son fils. Tu es contrarié. Je comprends, mais ce n'est pas la solution. Rentrons à la maison et on en parlera. Il n'y a rien à dire. Il retira sa main. Vous ne m'écoutez jamais vraiment. Tout ce qui vous importe, c'est ce que vous voulez, vous. Je me tenais à l'écart, regardant la scène se dérouler avec le cœur lourd. Je ne voulais pas être la cause de la discorde entre Léo et ses parents, mais en même temps, je comprenais ses sentiments. Léo, intervins-je doucement. Peut-être que tu devrais écouter tes parents. Ils se sont inquiétés pour toi. Il me regarda avec déception. Toi aussi, mamie ? Je pensais que tu comprendrais. Je comprends. Dis-je en m'approchant de lui et en posant ma main sur son épaule. Mais ta place est avec eux en ce moment. Ce sont tes parents et ils t'aiment, même s'ils ne le montrent pas toujours comme tu le voudrais. Claire me regarda avec surprise, ne s'attendant clairement pas à mon soutien. D'accord, dit Léo enfin. Je vais rentrer à la maison. Mais si rien ne change, je repartirai. Et la prochaine fois, vous ne me trouverez pas. Léo, s'exclama Claire. Je suis sérieux, maman. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai 13 ans, mais je me sens comme un prisonnier dans ma propre maison. La tension dans la pièce atteignit un sommet. Guillaume avait l'air en colère. Claire avait l'air secouée. Et Léo avait l'air déterminé malgré son jeune âge. Je pense que nous avons tous besoin de nous calmer,
dis-je en essayant de désamorcer la situation. Léo, va chercher tes affaires. Tes parents et moi devons parler. Le garçon hésita, puis hocha la tête et quitta la cuisine. Dès que ses pas s'estompèrent dans le couloir, Claire se tourna vers moi. Comment as-tu pu, maman, prendre un enfant sans notre permission? Sais-tu que cela pourrait être considéré comme un enlèvement? Je ne l'ai pas pris. Je secouai la tête. Il est venu à moi, trempé et contrarié. Que étais-je censé faire? Le renvoyer sous la pluie? Tu aurais dû appeler, lâcha Claire. Tout de suite. Oui, j'aurais dû. J'ai admis mon erreur. Et je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Mais je suis aussi désolée de ce qui s'est passé à la fête. De ta belle-mère qui m'a publiquement insultée et de toi qui n'as pas dit un mot pour me défendre. Claire détourna le regard. C'était inapproprié de sa part. Mais tu connais Lorraine, elle est toujours très directe. Directe. Je n'en croyais pas mes oreilles. Claire, elle m'a humiliée devant tous tes invités. Elle m'a pratiquement accusée d'être une mauvaise influence sur Léo parce que j'encourage son intérêt pour la technologie. N'est-ce pas vrai? Intervint Guillaume. Vous l'encouragez à faire tous ces bricolages alors qu'il devrait se concentrer sur ses études et le sport. Bricolage. Je regardais mon gendre, confuse. Léo construit des appareils électroniques, programme, étudie la mécanique. Ce ne sont pas des bricolages, ce sont des choses pour lesquelles il a un vrai talent. Il a aussi un talent pour le tennis, dit Guillaume obstinément. Et les langues et les maths. Des domaines qui l'aideront vraiment à l'avenir. Et la créativité technique ne l'aidera pas. Je secouai la tête. Regarde autour de toi, Guillaume. Nous vivons dans un monde créé par des ingénieurs et des inventeurs, des gens qui démontaient des radios et construisaient des robots quand ils étaient enfants. Ce n'est pas la question, intervint à nouveau Claire. La question est que tu l'encourages à faire secrètement des choses que nous n'approuvons pas. Tu sapes notre autorité. Et vous étouffez sa personnalité. Je ne pus plus me retenir. Vous ne voyez pas qui il est vraiment parce que vous êtes trop occupé à créer l'héritier parfait de la famille Dubois. Guillaume serra les poings. Vous n'avez pas le droit de juger comment nous élevons notre fils. Si, quand je vois qu'il est malheureux. Je croisai son regard sans crainte. Quand il est prêt à fuguer de la maison juste pour être écouté et compris. Un silence tendu s'installa. Je voyais Claire se débattre avec elle-même. Son visage passait de la colère à la blessure et au doute. En tout cas, dit-elle enfin, c'est notre famille et nos décisions. Tu ne peux pas simplement emmener Léo quand ça te chante. Je ne vais pas le faire, répondis-je. Mais peut-être que vous devriez réfléchir à la raison pour laquelle il a choisi de venir avec moi. Guillaume ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, Léo revint dans la cuisine avec son sac à dos à la main. Je suis prêt, dit-il doucement. D'accord, sourit Claire, tendu. Rentrons à la maison. Papa te fera tes crêpes préférées pour le petit déjeuner. Je ne veux pas de crêpes, secoua la tête Léo. J'ai besoin que vous m'écoutiez. Que vous m'écoutiez vraiment. Claire et Guillaume échangèrent un regard, ne sachant que dire. Mamie. Léo se tourna vers moi. Je peux venir après l'école? Tu as promis de me montrer comment réparer la montre de grand-père. Je regardai Claire, attendant sa réaction. Elle pinça les lèvres mais hocha la tête. Je pense qu'on peut arranger ça. Si tu fais tes devoirs d'abord. Merci. Léo me serra dans ses bras. Je serai là bientôt. Je le promets. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je me souvins soudain. Claire, puis-je te parler seule? Juste une minute. Elle hésita, puis hocha la tête. Guillaume, attends avec Léo dans la voiture. J'arrive tout de suite. Quand nous fûmes seuls, je pris une profonde inspiration. Ce que j'allais dire me pesait sur le cœur depuis longtemps. Claire, je suis au courant de vos projets de vendre ma maison, dis-je sans détour. J'ai entendu votre conversation avec Lorraine. Elle pâlit. Maman, c'était juste une discussion. Nous n'avons rien décidé. Écoute-moi. Je l'interrompis. Cette maison est techniquement à toi. C'est vrai. Mais c'est seulement parce que ton père voulait assurer ton avenir. Il n'aurait jamais imaginé que tu me mettrais dehors. Personne ne va te mettre dehors, protesta Claire. On pensait juste qu'à ton âge, ce serait mieux. À mon âge? Je souris amèrement. J'ai 63 ans, Claire. Pas 93.
Je suis complètement indépendante et j'ai l'intention de le rester pendant de nombreuses années. Elle baissa les yeux. Maman, tu dois comprendre, ce quartier devient de moins en moins sûr et la maison a besoin de réparations constantes. Je peux m'en occuper, dis-je fermement. Et je continuerai à m'en occuper. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Je me dirigeai vers le buffet et sortis un dossier contenant des documents que j'avais gardés pendant de nombreuses années. Tu te souviens il y a 3 ans, quand Guillaume a perdu son emploi à cause d'une fusion d'entreprise. Quand vous avez failli perdre votre maison à cause d'un prêt immobilier impayé. Claire fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? On s'en est sorti. Guillaume a trouvé un nouvel emploi. Mais ça a pris presque 6 mois, dis-je en ouvrant le dossier et en sortant un document. Pendant ce temps, vous deviez faire 3 paiements hypothécaires, chacun de 5 000 €. Tu te souviens à quel point la banque a étrangement accepté de restructurer le prêt? Comment ils sont soudainement devenus si compréhensifs? Qu'est-ce que tu essaies de dire? La voix de Claire était anxieuse. J'ai payé, dis-je en lui tendant les reçus. Les 15 000 €, toutes mes économies de retraite. Claire prit les documents avec des mains tremblantes. Mais comment? Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je savais que Guillaume n'accepterait pas d'aide de ma part, haussai-je les épaules. Sa fierté ne le lui aurait pas permis. Et toi? Tu aurais fait passer ses sentiments avant la sécurité de ta famille. Alors j'ai fait un arrangement directement avec la banque. Maman. Claire me fixa avec de grands yeux. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Je repris les reçus et les remis dans le dossier. Je ne dis pas ça pour te faire sentir coupable. Je dis ça pour que tu comprennes. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour toi et ta famille, et je continuerai à le faire. Mais je ne les laisserai pas m'expulser de ma propre maison et m'envoyer dans une maison de retraite comme un objet inutile. Claire resta là, secouée, incapable de trouver les mots. Je pouvais voir différentes émotions se battre dans ses yeux, la surprise, la honte, la gratitude, la confusion. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. C'est trop à encaisser. Bien sûr, hochai-je la tête. Réfléchis Y. Et parle à ton fils. Parle-lui vraiment. Écoute-le. C'est un garçon merveilleux, Claire, et il ressemble tellement à ton père, même si tu ne le vois peut-être pas. Elle hocha la tête, toujours incapable de croiser mon regard. Je vais essayer. Et, merci de ne pas l'avoir renvoyé sous la pluie. C'est mon petit-fils, dis-je simplement. Et ton fils. Nous voulons toutes les deux ce qu'il y a de mieux pour lui. Nous le voyons juste différemment. Claire leva enfin les yeux. Peut-être que tu as raison. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous tous. Elle se tourna pour partir, mais je l'arrêtai. Et Claire. Léo était sérieux quand il a dit qu'il repartirait si rien ne changeait. Ne sous-estime pas sa détermination. Il tient sa dédouane aussi. Je sais, répondit-elle doucement. Je l'ai vu dans ses yeux. Quand la porte se referma derrière elle, je m'enfonçai dans un fauteuil, me sentant soudainement épuisée. La dernière journée avait drainé toutes mes forces. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un étrange sentiment de soulagement. La vérité que j'avais gardée en moi si longtemps avait enfin été dite. Et peut-être que quelque chose commençait à changer dans notre famille. Je m'approchai de la fenêtre et vis Claire monter dans la voiture. Léo était assis sur la banquette arrière, regardant dans ma direction. Je lui fis un signe de la main et il me répondit, souriant faiblement. Quelque chose dans ce sourire, ce simple geste, me donna de l'espoir. La voiture s'éloigna et je restai seule dans la maison silencieuse pleine de souvenirs. Mais maintenant, le silence ne semblait plus si oppressant. Peut-être que bientôt, il y aurait à nouveau une jeune voix posant des questions sur les mécanismes et l'électronique. Peut-être que nous pourrions vraiment réparer non seulement la vieille montre d'Édouard, mais aussi notre relation. Novembre à Lille fut exceptionnellement froid. Un vent humide du lac gelait les passants jusqu'à la moelle, les forçant à s'emmitoufler dans des écharpes et des manteaux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Léo était parti avec moi le jour de son anniversaire. 3 semaines de changements progressifs mais notables. Les premiers jours après notre conversation avec Claire furent remplis d'un silence gêné. Elle appelait sèchement et formellement, me faisant savoir quand Léo pouvait venir et indiquant clairement quand il devait être renvoyé à la maison. Je n'ai pas insisté, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Léo venait 3 fois par semaine après l'école.
Nous passions des heures dans le garage à travailler sur la montre d'Édouard. Je lui montrais comment démonter le mécanisme, nettoyer chaque pièce et huiler les engrenages. Il se révéla être un élève capable, attentif, prudent, avec une compréhension naturelle des principes de la mécanique. « Mamie, regarde !» s'exclama-t-il un jour alors que nous parvenions à faire balancer à nouveau le pendule. « Elle est vivante !» Ses yeux brûlaient du même feu que j'avais vu autrefois chez Édouard lorsqu'il parvenait à réparer quelque chose de compliqué. Ce n'était pas seulement de la fierté pour un travail bien fait, mais une joie authentique d'entrer en contact avec une merveille d'ingénierie. Le 3e jeudi de novembre, alors que nous terminions de travailler sur la montre, je ressentis une étrange lourdeur dans ma poitrine. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Le temps changeait et mon âge commençait à se faire sentir. Mais le soir, la douleur s'intensifia, irradiant vers mon bras gauche et ma mâchoire. « Mamie, tu as l'air pâle, » remarqua Léo. « Tu te sens bien ? » « Juste fatiguée. » J'essayai de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. Peut-être que je devrais m'allonger 1 minute. Je me levai de la chaise et chancelai immédiatement. La pièce tourna autour de moi, et la douleur dans ma poitrine devint insupportable. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est le visage effrayé de Léo et son cri « Mamie !» Je me suis réveillée à l'hôpital. Un plafond blanc, le bip des machines, l'odeur d'antiseptique. J'essayais de bouger, mais mon corps me semblait étranger et insensible. « Maman !» La voix de Claire résonna quelque part à proximité. « Tu es réveillée ? Dieu merci !» Je tournai la tête et vis ma fille assise sur une chaise près du lit. Elle avait l'air épuisée. Yeux rouges, visage pâle, cheveux en désordre. Que s'est-il passé ? Ma voix était rauque et faible. « Tu as eu une crise cardiaque », Claire prit ma main. « Assez grave. Si ce n'était pas pour Léo, il a réagi si vite. Il a appelé une ambulance et nous a appelés. Les médecins disent qu'il t'a sauvé la vie. » J'essayais de comprendre ce que j'avais entendu. Une crise cardiaque à 63 ans, tout comme Édouard autrefois. Sauf que lui n'a pas pu être sauvé. Depuis combien de temps suis-je ici ? 2 jours. Claire serra ma main. Tu étais inconsciente. Les médecins, ils étaient inquiets, mais maintenant tout devrait bien se passer. Tu as été opérée, on t'a posé un stent. Je hochai la tête, essayant de rassembler mes pensées. Léo, il va bien ? Ça a dû l'effrayer. Il va bien, Claire sourit faiblement. Il est resté ici tout le temps jusqu'à ce que nous l'envoyions dormir à la maison. Il est très attaché à toi, maman. Il n'y avait pas d'irritation habituelle dans sa voix. Seulement de la fatigue et autre chose. Peut-être une prise de conscience. Je suis désolée de vous avoir inquiété, dis-je en essayant de me redresser sur les oreillers. Ne sois pas idiote. Claire m'aida à m'installer plus confortablement. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui devrais m'excuser. Je la regardais avec surprise. Claire admettait rarement ses erreurs et s'excusait encore plus rarement. Pourquoi ? Elle baissa les yeux. Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu à l'anniversaire de Léo. Pour avoir laissé la mère de Guillaume t'humilier pendant toutes ces années. Pour ne pas avoir apprécié tout ce que tu as fait pour nous. Pour avoir essayé de vendre ta maison sans te le demander. Sa voix tremblait, et je vis des larmes couler sur ses joues. Ma fille fière, toujours si composée, pleurait sans retenir ses larmes. Quand le médecin a dit que tu pourrais ne pas t'en sortir, j'ai soudain réalisé tout ce que je ne t'avais pas dit, continua-t-elle. Combien d'années ont été perdues à cause de ma stupide fierté et de mon désir de répondre aux attentes des autres. Claire. Je tendis la main et touchai son visage. J'ai toujours su que tu m'aimais. Même quand nous ne nous comprenions pas. Mais je me suis comportée de manière terrible. Elle secoua la tête. Je suis devenue ce que j'ai toujours craint de devenir. Une femme froide et calculatrice qui valorise le statut plus que la famille. Tu voulais juste le meilleur pour ton fils. J'essayais de la réconforter. Comme toutes les mères. Mais je n'ai pas vu ce qui était vraiment le mieux pour lui. Claire sourit amèrement. Je n'ai pas remarqué à quel point il était malheureux en essayant de répondre à nos attentes. Il a fallu qu'il fugue de la maison et que tu te retrouves à l'hôpital pour que j'ouvre enfin les yeux. Nous avons parlé longtemps. Pour la première fois depuis des années, nous avons vraiment parlé, ouvertement et honnêtement. De son enfance, de la mort d'Édouard, de son désir d'échapper à la classe ouvrière,
de ma déception quand elle a tourné le dos à tout ce que nous lui avions appris. De Léo et de ses talents, de Guillaume et de sa famille, des projets pour l'avenir. J'ai parlé à Guillaume de la maison, dit Claire alors que notre conversation touchait à sa fin. Nous avons décidé de ne pas la vendre. C'est ta maison, maman, et ce le sera toujours, à moins que tu n'en décides autrement. Je sentis un poids lourd se soulever de mes épaules. Merci, ma chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. Et encore une chose, hésita-t-elle. Léo veut rejoindre un club de robotique. Guillaume et moi avons décidé de le soutenir. Et peut-être que tu pourrais y aller avec lui parfois, partager ton expérience. Je n'en croyais pas mes oreilles. Bien sûr, j'adorerais. Mais que dira Lorraine? Claire soupira. Lorraine devra l'accepter. Guillaume, il a beaucoup réfléchi ces derniers jours. Il a vu à quel point Léo s'inquiétait pour toi, comment il ne quittait pas ton chevet. Ça l'a fait réfléchir aux valeurs familiales, à ce qui est vraiment important. On frappa doucement à la porte, et Léo apparut dans l'embrasure. Voyant que j'étais réveillée, il se précipita vers le lit. « Mamie, tu es réveillée. » Je souris, sentant mon cœur se réchauffer de sa joie sincère. « Grâce à toi, à ce que j'ai entendu. Tu es mon héros, Léo. » Il rougit. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. J'ai appelé une ambulance comme tu me l'avais appris en cas d'urgence. Et tu m'as sauvé la vie. » Je pris sa main. « Merci. » J'ai eu si peur, admit-il doucement. Quand tu es tombé, j'ai cru. C'est bon. Je le rassurai. Je vais bien, et j'irai encore mieux une fois que nous aurons fini la montre de ton grand-père. Son visage s'illumina. Je l'ai presque fini de la nettoyer, comme tu me l'as montré. Elle fonctionnera à nouveau bientôt. Une semaine plus tard, je sortis de l'hôpital. Guillaume vint me chercher lui-même et fut exceptionnellement attentif et attentionné. Une chambre spécialement préparée m'attendait au rez-de-chaussée de la maison de ma fille pour que je n'aie pas à monter les escaliers. Les premiers jours furent difficiles. Je me sentais faible, me fatiguais vite, et mon cœur se manifestait parfois par des sensations inhabituelles. Mais peu à peu, ce fut plus facile. Je commençai à aider aux tâches ménagères simples, à cuisiner les plats préférés de Léo, et à passer du temps avec lui à lire des livres et à regarder des dessins. Un soir, alors que mon petit-fils et moi étions assis dans le salon à travailler sur un nouveau projet, un système d'arrosage automatique pour les plantes d'intérieur, Guillaume entra dans la pièce. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, nous regardant avec une expression inhabituelle sur son visage. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il en se rapprochant. Léo se tendit, prêt à défendre notre activité. Mais Guillaume sourit. « Ça a l'air intéressant. Je peux jeter un œil ?» Léo et moi échangeâmes un regard, surpris par ce tournant. Guillaume n'avait jamais montré d'intérêt pour les projets techniques de son fils auparavant. « Bien sûr, papa. » Léo se décala pour faire de la place sur le canapé. « On conçoit un système qui arrosera automatiquement les fleurs de maman quand la terre sera trop sèche. » « Comment ça marche ?» Guillaume s'assit à côté d'eux, regardant le schéma avec une curiosité sincère. Léo commença à expliquer comment fonctionnaient les capteurs d'humidité et le microcontrôleur, et je fus surprise de voir que Guillaume écoutait vraiment. Il ne faisait pas semblant. Il posait des questions, s'impliquait et proposait des idées. « Tu sais, » dit-il quand Léo termina son explication. « Quand j'avais à peu près ton âge, je m'intéressais aussi à l'électronique. » « Vraiment ?» Léo ne put cacher sa surprise. « Oui. » Guillaume sourit au souvenir. Je construisais des radios avec des pièces que je trouvais à la décharge. Ma mère était horrifiée. Elle pensait que c'était un passe-temps inapproprié pour un garçon de bonne famille. Mamie Lorraine. Léo haussa les sourcils. Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Guillaume soupira. Probablement parce qu'à un moment donné, je l'ai cru. J'ai cru que je devais correspondre à une certaine image et j'ai décidé que mes hobbies d'enfance n'étaient qu'un caprice. Mais en te regardant, ta passion, je commence à penser que j'ai peut-être abandonné quelque chose que j'aimais vraiment. La franchise de Guillaume fut un tournant. À partir de ce soir-là, il commença à passer plus de temps avec son fils, s'intéressant à ses projets et l'aidant même avec certaines solutions techniques. Ils trouvèrent un langage commun qui avait été caché pendant de nombreuses années sous une couche d'attente et de convention. Claire changea également. Elle devint plus douce, plus tolérante, et commença à écouter les souhaits de son fils, pas seulement les conseils de sa belle-mère.
Nous parlions souvent le soir, nous remémorant le passé, discutant du présent et planifiant l'avenir. Lentement mais sûrement, le lien que j'avais longtemps considéré comme perdu se rétablissait. 2 semaines après ma sortie, quelque chose que j'avais à la fois craint et anticipé se produisit, la visite de Lorraine. Elle arriva à l'improviste, élégante comme toujours, avec sa coiffure parfaitement arrangée et portant un tailleur coûteux. Judith. Elle me fit un signe de tête avec une politesse froide. Je suis heureuse de voir que tu vas mieux. Merci, Lorraine, répondis-je tout aussi réservée. Nous étions assises dans le salon, moi, Claire et Lorraine. Guillaume était au travail, et Léo n'était pas encore rentré de l'école. La tension dans la pièce était palpable. J'entends que vous avez renoncé à vendre la maison de Judith, dit enfin Lorraine en se tournant vers Claire. Et que Léo s'intéresse maintenant à une sorte de technologie. Oui, maman, répondit Claire calmement. Nous avons décidé que c'était la bonne chose à faire. La maison signifie beaucoup pour maman, et la robotique est la vraie passion de Léo. Lorraine pinça les lèvres. J'ai peur que vous fassiez une erreur, ma chérie. Les hobbies techniques ne mèneront pas un garçon au succès qu'un membre de la famille Dubois mérite. Et quant à la maison, c'est une décision émotionnelle, pas rationnelle. Peut-être, Claire croisa le regard de sa belle-mère sans crainte. Mais c'est notre décision. La mienne, celle de Guillaume et celle de Léo. Nous sommes une famille, et nous avons décidé que le bonheur et les relations authentiques sont plus importants pour nous que de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Lorraine eut l'air d'avoir été frappée. Elle n'était clairement pas habituée à la résistance, surtout de la part d'une belle-fille qui avait passé des années à essayer de gagner son approbation. « Guillaume est-il au courant de cela ?» demanda-t-elle après une pause. « Bien sûr », hocha la tête Claire. « C'était notre décision. En fait, il aide Léo avec son nouveau projet. Un robot pour la kermesse de l'école. » Lorraine tourna son regard vers moi. Et je vis un mélange d'irritation et de respect réticent dans ses yeux. « Je vois que tu as eu ce que tu voulais, Judith. Tu les as gagnés à ta cause. »« Je n'ai gagné personne, Lorraine. » Je croisai son regard calmement. « J'ai juste aimé ma famille telle qu'elle est, pas comme quelqu'un d'autre pense qu'elle devrait être. » À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Léo fit irruption dans la maison, excité et heureux. « Maman, mamie, j'ai été sélectionné dans l'équipe de robotique de la ville. On va participer au concours national. » Il se figea en voyant Lorraine, et son enthousiasme s'estompa un peu. « Bonjour, mamie Lorraine. »« Bonjour, Léo. » Elle sourit avec raideur. « Félicitations pour ton succès. »« Merci, » dit-il, regardant d'un visage à l'autre, sentant la tension dans la pièce. « Je crois que je vais aller me changer. »« Attends. » Claire se leva et serra son fils dans ses bras. « C'est une nouvelle merveilleuse. Nous devons fêter ça. Et si on invitait tout le monde à dîner, y compris mamie Judith et mamie Lorraine ?» Je ne pus cacher ma surprise. Claire suggérait un dîner de famille avec les 2 grands-mères à la même table. « Super idée !» intervint Léo de manière inattendue. « Papa rentre tôt. Aujourd'hui, on peut commander une pizza, ou je peux aider mamie Judith à faire ses fameux spaghettis bolognaises. » Lorraine avait l'air d'avoir été invitée à son propre enterrement, mais elle ne pouvait pas refuser devant son petit-fils. « J'adorerais me joindre à vous, » dit-elle enfin. La soirée promettait d'être intéressante. Le dîner se passa mieux que prévu. Les spaghettis que nous avions préparés avec Léo étaient délicieux. Quand Guillaume rentra du travail et entendit parler de la réussite de son fils, il fut sincèrement fier. Il nous parla de ses propres expériences de jeunesse avec l'électronique, ce qui choqua clairement sa mère. « Tu ne m'as jamais dit que tu construisais des radios, » dit Lorraine, l'air offensé. « Tu ne me l'as jamais demandé, maman, » répondit simplement Guillaume. « Tu as toujours su exactement ce qui devait m'intéresser, donc il n'y avait aucun intérêt à te parler de choses qui ne correspondaient pas à tes plans. » Lorraine se tut, digérant ses paroles. Pour la première fois, je vis une expression d'incertitude, voire de vulnérabilité, sur son visage. Après le dîner, pendant que Léo montrait ses dessins à son père et que Claire faisait du café, Lorraine et moi nous retrouvâmes seuls dans le salon. « Vous savez, » dit-elle soudainement, en regardant les photos de famille sur le mur. « J'ai toujours fait ce que je pensais être le mieux pour ma famille. Pour Guillaume, pour Léo. »« Moi aussi, » répondis-je. « Nous nous ressemblons sur ce point, aussi étrange que cela puisse paraître. » Elle me regarda avec surprise. « Peut-être.
Mais votre approche semble mieux fonctionner. Ils ont l'air heureux. Vraiment. Parce qu'ils peuvent être eux-mêmes. Je haussai les épaules. Sans avoir à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Lorraine hocha la tête pensivement. Peut-être qu'il y a quelque chose à ça. Bien que j'ai du mal à imaginer un autre chemin que celui que j'ai suivi toute ma vie. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Je souris. Vous pouvez commencer petit. Par exemple, demandez à votre petit-fils ce qui l'intéresse vraiment. Elle fit une pause, puis hocha la tête. J'y réfléchirai. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas un aveu d'erreur, mais c'était un petit pas vers la compréhension, vers la possibilité de construire une relation sur de nouvelles bases. En décembre, j'étais complètement rétablie et retournée chez moi. Mais maintenant, ce n'était plus aussi solitaire qu'avant. Léo passait régulièrement, non seulement pour travailler sur des projets techniques, mais aussi simplement pour parler, écouter des histoires sur son grand-père et partager ses pensées et ses projets. Parfois, Guillaume venait avec lui, et nous passions des soirées à trois à réparer de vieux mécanismes ou à concevoir de nouveaux appareils. Claire passait aussi plus souvent, aidant au ménage, apportant des courses ou s'asseyant simplement avec moi autour d'une tasse de thé. Nous reconstruisions notre lien perdu, apprenant à nous connaître à nouveau. Parfois nous nous disputions, parfois nous n'étions pas d'accord, mais maintenant il y avait entre nous un respect mutuel qui avait manqué si longtemps. La veille de Noël, Léo m'apporta une petite boîte soigneusement emballée dans du papier bleu. « C'est pour toi, mamie, dit-il timidement. Je voulais te le donner plus tôt, mais ce n'était pas prêt. » J'ouvris la boîte et restai figé d'étonnement. À l'intérieur se trouvait un réveil mécanique miniature, une véritable œuvre d'art. Le boîtier en laiton était poli jusqu'à briller, et derrière le verre, je pouvais voir un mécanisme complexe avec de minuscules engrenages et ressorts. Mais le plus étonnant était le cadran. Il était gravé de notre famille. Les silhouettes de moi, de Claire, de Guillaume et de Léo lui-même, reliées par de fines lignes comme une constellation. Léo. Je ne trouvais pas les mots. C'est magnifique. Tu l'as fait toi-même? Papa et moi avons travaillé dessus ces dernières semaines. Il sourit. J'ai conçu le mécanisme, inspiré de la montre de grand-père. Et papa m'a aidé pour la gravure. Ce n'est pas juste un réveil. Il est programmé pour sonner aux dates qui sont spéciales pour notre famille. Je remontai soigneusement le mécanisme, et le réveil prit vie dans mes mains. Un tic-tac silencieux et régulier, les aiguilles se déplaçant sur le cadran. Le temps qui unissait maintenant notre famille. C'est magnifique. Je serrai mon petit-fils dans mes bras. Merci, Léo. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Maintenant, tu as quelque chose pour te souvenir de nous tous, dit-il en regardant le réveil. De notre famille, qui est à nouveau entière. Ce soir-là, nous nous sommes tous réunis. Moi, Claire, Guillaume, Léo, et à ma surprise, Lorraine. Pas une famille parfaite d'un magazine sur papier glacé, mais de vraies personnes avec leurs forces et leurs faiblesses, leur histoire et leurs cicatrices. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous étions honnêtes les uns avec les autres et nous nous acceptions tels que nous étions. Quand Léo proposa un toast à la famille, je regardai la montre à gousset d'Édouard, maintenant portée par son petit-fils, et le réveil qu'il lui avait offert, posé sur le manteau de la cheminée. Deux mécanismes mesurant le temps à leur manière, mais liés par une histoire commune, des efforts communs et de l'amour. Comme notre famille. Pendant de nombreuses années, il lui avait manqué la sincérité, l'acceptation et le véritable amour. Mais maintenant, le mécanisme avait été restauré. Toutes les pièces étaient en place, et le temps s'écoulait à nouveau correctement. Je levai mon verre avec tout le monde, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec une crise cardiaque. C'était un sentiment de foyer, d'appartenance, d'amour. Le balancier de ma vie avait retrouvé son rythme, mesurant non seulement les jours et les heures, mais des moments de vrai bonheur.